Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents alors que c'est notre premier jour de beau temps. Et merci surtout à Tristan de nous faire cette conférence sur un sujet qui nous paraît original, qui est peut-être courant, je n'en sais rien. Torticolis douloureux de l'enfant et de l'adolescent. Tristan, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur Chiron. Donc, je vais vous parler du torticolis douloureux de l'enfant et de l'adolescent. Tout d'abord, le, le torticolis est une attitude vicieuse qui se définit comme une inclinaison homolatérale et une rotation contralatérale avec ou sans limitation des mobilités. Le côté du torticolis, il correspond à celui de l'inclinaison et comme dans cet exemple, vous pouvez voir que c'est un torticolis gauche. Le torticolis, très important, est un symptôme traduisant une anomalie au sein de la région cervicale, et la problématique du torticolis est bien diagnostique. Je vous ai mis quelques références de la Société française d'orthopédie pédiatrique sur la prise en charge d'un torticolis infantile en fonction de son étiologie. Et nous, dans notre exposé, on va surtout s'attarder, se focaliser sur les principes diagnostiques, les éléments clés et de la prise en charge thérapeutique. Le premier est de déterminer est-ce qu'il existe un syndrome douloureux. Si le torticolis est non douloureux, alors les étiologies possibles sont soit le torti musculaire congénital, soit une malformation vertébrale, ou, à ne pas oublier, une pathologie oculaire. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le torticolis douloureux. Il y a plusieurs éléments clés et signes d'alerte à rechercher. En premier, l'anomalie à l'examen neurologique, le syndrome inflammatoire ou l'antécédent de traumatisme, et on va les passer en revue, et la sévérité est inversement corrélée à la fréquence. Dans les cas d'un torticolis avec une anomalie neurologique à l'examen, c'est une urgence diagnostique. Il faut procéder à une imagerie, de préférence une IRM cérébrale et de la moelle épinière cervicale en urgence afin d'éliminer une origine tumorale. Le second point clé de l'examen physique est de rechercher un syndrome inflammatoire clinique. En d'autres termes, il existe-t-il donc de la fièvre? Et la première étiologie auquel ils font penser devant un torticolis douloureux fébrile, c'est le syndrome de Grisel. C'est défini comme un torticolis fébrile au début brutal, qui se caractérise par un déplacement rotatoire de C1-C2, secondaire à une infection ou à un acte chirurgical. Et pour la petite histoire, ça a été décrit pour la première fois par Aetus d'Amida au 5e-6e siècle de l'ère commune dans son paragraphe sur la diphtérie. Deux mécanismes physiopathologiques ont été décrits dans le syndrome de Grisel. Le premier, celui que vous voyez sur l'image, c'est la translocation inflammatoire qui est responsable d'une laxité ligamentaire C1-C2 excessif qui passe en fait de la sphère nasopharyngée vers la région du rachis cervical comme illustré sur le schéma. Mais récemment, d'autres auteurs ont montré que le syndrome de Grisel pouvait être dû en fait à une laxité ligamentaire excessive infantile qu'on retrouve chez la plupart des enfants et qui ont émis comme hypothèse que les médiateurs inflammatoires engendraient chez eux des spasmes des ligaments C1-C2. En tout cas, les auteurs sont assez clairs pour dire que la rétraction des muscles spinaux est la conséquence du déplacement rotatoire, ce qui est en fait inverse au torticolis musculaire congénital où on a une rétraction des muscles spinaux. Là, dans le syndrome de Grisel, il n'y a pas de rétraction des muscles, elle arrive secondairement. Donc, devant un torticolis douloureux et fébrile, nous devons demander une imagerie en urgence à la recherche d'un processus infectieux, comme chez cet enfant de 3 ans qui présentait un torticolis douloureux fébrile gauche. Sur la radio, on peut le voir, à la suite d'une otite moyenne à streptocoque et qui a développé un abcès rétropharyngien. Et on peut le voir ici sur l'image. Ce bilan d'imagerie nous permettra d'éliminer d'autres étiologies de torticolis douloureux fébrile, comme l'ostéomyélite, chez cet enfant de 3 ans, une spondylodicite, idem ici, ou alors une arthrite infectieuse et à moindre mesure une myosite infectieuse. Enfin, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le troisième signe clé à rechercher, c'est l'antécédent d'un traumatisme. Le traumatisme de cinétique élevée ou moyenne peut entraîner une fracture du rachis cervical supérieur chez le petit enfant, comme cette fracture de la synchondrose de l'onotoïde, qui peut engendrer un torticolis, mais dans ce cas-là, on est dans le cas de l'urgence
Et souvent, et il n'y a pas d'erreur de dépistage, en tout cas, ils viennent et ils sont aux urgences. Mais de loin, le plus fréquent, c'est un traumatisme en réalité de faible cinétique, tel qu'une roulade à terre ou une manipulation cervicale, et qui peut entraîner un déplacement rotatoire C1, C2. Son diagnostic se fait sur la radiographie de profil, comme sur cet exemple. Et ce traumatisme aigu entraîne des plicatures du tissu synovial des articulations C1, C2 et empêche la réduction spontanée de ce déplacement, comme visualisé sur cette radiographie. Donc celle-là est normale. Et celle-là, on peut voir que la masse latérale de l'atlas de C1 se trouve en avant des arcs postérieurs. Et il n'y a plus du tout de superposition. On a une perte de la superposition, alors que la congruence LC0C1 est conservée. Si on se focalise sur ce déplacement rotatoire excessif, donc c'est la conséquence, ça peut être la conséquence d'un déplacement, d'un processus inflammatoire, d'un traumatisme mineur, d'une chirurgie du crâne ou de la région cervicale. C'est la situation de torticolis chez l'enfant de loin la plus fréquente, est définie comme aiguë quand il est inférieur à une semaine, subaiguë entre 1 à 4 semaines et chronique quand il est supérieur à 1 mois. Dans les formes aiguës, le diagnostic est confirmé sur la radiographie de profil. Et dans les formes chroniques ou aiguës résistantes au traitement, il faut en apprécier son déplacement par un scanner. Le déplacement, il peut être de 4 stades, selon la classification décrite par Fielding et Hawkins. Le stade 1, qui est très controversé, il y en a qui disent qu'il n'existe pas, c'est un déplacement rotatoire C1, C2, mais sans déplacement antérieur de C1. C'est-à-dire qu'ici, la distance entre le bord postérieur de l'arc antérieur de C1 et le bord antérieur de la dent de C2, il n'y a pas de déplacement. C'est de loin le plus fréquent et le ligament transverse est intact. Le stade 2, qui est le déplacement rotatoire C1-C2 avec un déplacement antérieur, c'est-à-dire qu'on mesure cette distance dont je vous ai explicité sur l'image d'avant, et ce déplacement antérieur est compris entre 3 et 5 mm. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une perte de la congruence d'une articulaire, et l'autre articulaire fait pivot. Le ligament transverse, lui, est atteint, mais non rompu. Ensuite, vous avez le stade 3, qui lui est un déplacement antérieur de plus de 5 mm, vous avez une perte de congruence des deux facettes articulaires et vous avez un ligament transverse qui est rompu. Enfin, le stade 4, qui est un déplacement rotatoire, qui est exceptionnel, qui est postérieur mais extrêmement rare. Il faut bien comprendre que le risque d'atteinte médulaire, il est surtout potentiellement d'autant plus important que le stade est élevé. Une fois qu'on a fait ça, il faut s'apprécier sa réductibilité. Pour ça, on mesure les arcs de mobilité clinique, où on peut demander un scanner dynamique ou une radiographie dynamique, mais qui est en pratique difficile à réaliser. L'évolution d'un déplacement rotatoire, et on va voir un exemple après, est très caractéristique. Il y a un spasme musculaire qui se crée, mais secondairement, du côté contralatéral. C'est ce qui le différencie du torticolis musculaire congénital du grand enfant, dont le spasme, lui, est homolatéral au côté du torticolis. Et la douleur, en fait, elle diminue, l'attitude vicieuse se fixe, et enfin apparaît une dysmorphie crânio-faciale qui peut se dessiner, et son pronostic dépend vraiment du délai du diagnostic. Enfin, si vous avez un torticolis douloureux, sans orientation clé, examen neurologique normal, température normale, aucun antécédent de traumatisme, toujours remettre en question ce que vous avez vu, et ça peut être un traumatisme passé inaperçu, une roulade à terre au cours de gymnastique, un enfant qui est tombé du lit poussé par son frère, par exemple. Ça peut être également des calcifications discales, comme ici, qui est une pathologie totalement bénigne et dont le traitement est symptomatique, mais ça peut être également une arthrite juvénile rhumatoïde et ça peut être l'entrée diagnostique dans la maladie. Et les torticolis, par contre, seraient raides et douloureux. Il y a certaines lésions tumorales qui peuvent produire des symptômes douloureux et inflammatoires similaires au processus infectieux, d'accord, comme l'ostéomostéoïde qu'on peut voir sur le scanner là bien avec son nidus,
ou encore l'histiocytose, le granulome éosinophile de ces 5 caractéristiques avec la vertébra plana. On peut également avoir le syndrome de Sandifer. C'est un syndrome qui associe un reflux gastro-œsophagien et un torticolis. Ce torticolis est souple et il est réactionnel à l'œsophagite. Vous pouvez avoir un torticolis paroxystique infantile qui est causé par un dysfonctionnement du système vestibulaire. Vous pouvez avoir un torticolis à frigoré, qui est un torticolis qui est majoritairement présent chez le grand enfant et survient en dehors de tout contexte traumatique. Et c'est l'exposition au froid qui en est la principale cause. Et il y a une contracture douloureuse du muscle sternocléido-mastoïdien qui peut être trouvée. C'est un diagnostic d'élimination. Maintenant qu'on a passé en revue les points clés diagnostiques du torticolis douloureux, euh, que fait-on en pratique devant un torticolis douloureux aigu? On recherche à l'anamnèse et à l'examen physique une anomalie neurologique, on l'a dit. Si oui, bilan d'imagerie en urgence. On recherche s'il y a de la fièvre, un syndrome inflammatoire. Si oui, bilan infectieux en urgence. On fait également une radiographie du rachis cervical de profil. Attention, elle peut être normale. Le cliché bouche ouverte, nous, on ne le fait pas. Il y a certaines équipes qui le font. C'est difficile et discutable, notamment chez le petit enfant, et il n'apporte pas forcément d'éléments supplémentaires. Et en l'absence de symptômes neurologiques et à la suite d'un traumatisme mineur, le scanner surtout, et l'IRM n'a pas sa place en aigu dans les premiers jours. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce dernier ne pourra pas faire la distinction entre un déplacement rotatoire pathologique et donc un stade 2 de ce que je vous ai montré, et un déplacement positionnel physiologique. Un enfant est tombé, il a mal au cou, évidemment, il se met un petit peu sur le côté, et on va répondre au scanner subluxation C1, C2, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Donc voilà pourquoi en phase aiguë, nous ne demandons pas d'imagerie complémentaire autre que la radio. En cas de torticolis douloureuse subaiguë, chronique, donc là, on est au-delà une semaine, même on est plutôt à 3, 4 semaines. Là, c'est complètement différent, car il faut faire un bilan étiologique, radiographique, IRM cérébral et de la moelle épinière, et surtout un bilan ophtalmologique, ne pas passer à côté d'une étiologie ophtalmique. Le bilan du torticolis, donc avec un scanner du rachis cervical, il faut bien voir la jonction crânio-cervicale. Les coupes 3D, comme à gauche, peuvent aider à nous faire comprendre euh, le déplacement et la perte de la congruence articulaire, mais vraiment la coupe fondamentale, c'est la coupe axiale qui nous permet de mesurer cette distance entre le bord postérieur de l'arc antérieur de C1 et le bord antérieur de la dent de C2. Là, vous pouvez le voir, hein, euh, il y a une perte de la congruence articulaire ici sur le 3D. On peut le voir hein, avec cette inclinaison et cette rotation qui se fait au niveau du pivot de cette facette articulaire. Dans le cas d'un syndrome de Grisel chez un enfant de 8 ans. Et on va voir que c'est très important. On va voir après dans l'exemple qui suit que chez ces patients, quand ils viennent, il y a un mois, quelquefois, il y en a, ça fait 3 mois, 6 mois, 8 mois qu'ils sont en torticolis et il est vraiment important de ne pas sous-évaluer et de leur proposer un soutien psychologique. Donc, que doit réaliser l'orthopédiste? Donc, apprécier le déplacement rotatoire de C1, C2, le quantifier et objectiver sa réductibilité et rechercher une autre cause. Notamment, attention, il y a des causes combinées, notamment avec des malformations associées. Je vous montre cette enfant que j'avais vue à la consultation, qui était venue, elle a 12 ans, elle présente un torticolis rigide, chronique depuis 1 an environ, et j'ai caché son visage, mais vous pouvez me croire, elle avait une dysmorphie faciale avec une asymétrie du regard, une asymétrie du rictus aussi. Et à l'anamnèse, on retrouvait un traumatisme en réalité souple pour lequel elle a émis une minerve pendant 2 mois, jusqu'à sédation des douleurs, mais une minerve dans une position, en fait, dans une attitude vicieuse. Elle était sortie de la phase douloureuse, et devant la persistance de cette attitude vicieuse, mais elle avait plus mal, parce qu'en réalité, comme je vous ai expliqué, maintenant les muscles s'étaient rétractés, et ben, elle a consulté un ostéopathe qui l'a manipulée.
Et le torticolis s'est aggravé, est devenu de plus en plus rigide. Donc, à la suite de ça, je lui ai fait bien sûr donc, examen clinique, examen physique, scanner du rachis cervical, IRM, euh, IRM normal, et normal la moelle et le cerveau normal, et bilan ophtalmique normal. Au bilan radiographique, hein, on peut voir que la distance C1-C2 qui est d'ici à d'ici, il allait augmenter, elle était aux alentours de 4 mm avec une dislocation rotatoire. On peut voir ici la perte, la superposition des deux arcs postérieurs. On a perdu la superposition de l'arc postérieur de C1. On peut voir également ici, vous pouvez voir la distance ici n'est pas la même, donc on sait qu'il y a une dislocation, il y a une dislocation rotatoire et en tout cas il y a un déplacement C1-C2 excessif, mais parallèlement à ça, elle avait une malformation de l'arc postérieur de C1, ce qui est une hypoplasie de C1, type B selon Curarino, peu importe, mais qu'on voit qu'il y avait des remaniements osseux et cartilagineux et que le torticolis était complètement fixé. Et donc, nous sommes devant, si on fait une synthèse, on est devant une malformation du rachis cervical supérieur qui s'est révélée à la suite d'un traumatisme mineur qui a engendré un torticolis aigu et douloureux qui est devenu chronique et rigide. Et du fait de cette malformation, ça a orienté notre traitement et on a réalisé une arthrodèse C0-C3 après une réduction progressive par alloplâtre. Voilà un exemple. Pour dépister une instabilité, c'est un C2. Donc, c'est la distance que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on appelle ADI, Atlanto Dance Interval. C'est la différence de mesure. Donc, cette mesure, on la mesure cliché en extension et cliché en flexion. Et elle doit être inférieure, la différence entre les deux, c'est à cet endroit-là. Elle doit être inférieure à 5 mm chez les moins de 8 ans et inférieure à 2 mm chez les plus 8 ans. Ensuite, il faut potentiellement dépister une sténose canalaire à l'aide de la mesure du SAC, ce qu'on dit Space Available for the Cord. Et cette distance, qui est entre le bord postérieur de la dent de C2 et le bord antérieur de l'arc postérieur de C1, doit être supérieure à 13 mm. Enfin, on doit rechercher une impression basilaire qui se définit par l'enfoncement dans la cavité crânienne des masses latérales de C1. Ce dépistage, il est radiographique et il se fait sur l'ascension, il se fait sur la base de l'ascension de la dent de l'odontoïde, qui est ici, au-dessus des lignes radiographiques, qu'elles soient de Chamberlain, de Chamberlain, pardon, de Macrae ou de MacGregor. Et en pratique, on va utiliser plutôt la ligne de MacGregor qui est tracée à partir de la surface euh, supérieure du bord postérieur du palais dur jusqu'au point le plus caudal de l'occiput et qui constitue la meilleure ligne de dépistage car elle a une meilleure reproductibilité sur les repères radiographiques. Donc, on peut avoir les trois choses associées. C'est vraiment le bilan qu'on fait avant de s'occuper d'un déplacement rotatoire C1, C2. Donc, ce qui est très important, c'est que quand on prend en charge un torticolis, il faut bien sûr réaliser le traitement étiologique, mais ne pas oublier le traitement symptomatique et qui, dans la majorité des cas, sera une immobilisation souple ou rigide en fonction de l'étiologie et on va voir après. Mais dans la majorité des cas, on doit prendre en charge le déplacement rotatoire C1-C2 quand il y a un déplacement rotatoire C1-C2. Donc, un schéma, si on part de ce schéma qui a été publié, c'est un des plus récents de 2021 dans une équipe allemande, il y a quelques différences avec notre pratique, mais ça donne bien une bonne vue d'ensemble. Le traitement fonctionnel, c'est une immobilisation souple. Il est mis en place dans les torticolis douloureux quand vous avez un déplacement rotatoire C1, C2 aigu et souple. Donc le torticolis est aigu et souple. Vous mettez une immobilisation et un suivi clinique seulement isolé est mis en place avec un examen physique à 3 semaines, avec un arc de mobilité. On doit retrouver à 3 semaines un arc de mobilité complète. Le, L'examen doit être indolore et l'alignement du rachis doit être parfait et on ne fait pas d'imagerie s'il y a une bonne évolution. Pour le traitement fonctionnel dans les stades 1, c'est-à-dire qu'on a un déplacement rotatoire, on a un enfant typiquement qui a chuté, qui a un torticolis douloureux, qui a une attitude, qui a un torticolis douloureux, on est en phase aiguë, on lui met une immobilisation souple parce que le torticolis est souple, on le remet droit devant et on le suit à 3 semaines par un examen clinique.
Dans le cas d'échec de ce traitement, ou dans les formes aiguës, mais avec une raideur, ou subaiguë, on peut mettre en place un traitement orthopédique. En pratique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les hospitalise, on met en place une traction mousse à peu près à 1 ou 2 kilos, et la réduction, on l'obtient en 2 à 3 jours. Le plus souvent, ça se fait dans la nuit quand l'enfant est relâché. Et ensuite, c'est suivi d'une immobilisation souple ou semi-rigide pour certaines équipes. Nous, on fait une immobilisation souple pour 3 à 4 semaines. Et pareil, idem, le suivi clinique uniquement s'il y a une bonne évolution. Mais c'est vrai que c'est souvent un peu c'est vrai que les internes d'orthopédie adulte, quand ils passent dans le service, toujours un peu, ben non, ils sont toujours un peu surpris par ce qu'on leur dit, mais c'est vrai qu'on voit un enfant qui a un torticolis qui est plus ou moins raide, qui est douloureux, et ça fait à peu près 10 jours, et c'est souvent ça la vraie vie. C'est pas le premier cas, c'est souvent celui qui vient à 10 jours, parce que ça passe pas, et qu'il est un peu raide, qu'on n'obtient pas une mobilité parfaite, on n'arrive pas à l'aligner aux urgences, on l'hospitalise, 3 à 4 jours, on le met en traction et il se remet droit et on l'immobilise et ensuite on le revoit à 3 semaines uniquement par la clinique et ça c'est vraiment dans la majorité des cas. Et ça peut être également à la suite d'un traumatisme ou comme je l'ai dit, ça peut être également à la suite de la prise en charge en ORL pour une chirurgie d'adénoflegmon et un enfant qui se met en attitude vicieuse, en torticolis, pareil, on le traque 3 à 4 jours et ensuite on l'immobilise 3 à 4 semaines. Si on monte dans l'escalade thérapeutique, dans les cas d'échec au traitement avant, subaigu, raide ou chronique, mais simple, c'est-à-dire qu'on est à 1 mois, tout juste à 5 semaines, et que, il n'y a aucun, l'examen neurologique est parfait. On réalise un bilan complet comme on en a discuté auparavant, et on peut mettre un traitement orthopédique que j'appellerais rigide, c'est-à-dire qu'on fait une réduction par halo progressif jusqu'à obtenir un scanner parfait, une réduction scanographique parfaite. On peut voir sur cet exemple de 8 ans avec un syndrome de Grisel, hein, on voit ici qu'on avait un déplacement rotatoire C1-C2 excessif. On peut le voir avec la distance, pareil, sur la coupe frontale, entre la masse latérale de C1 et la dent. Vous voyez que cette distance est plus courte que celle-ci. Et ensuite, on l'a mis avec un halo et on s'est assuré par scanner que la réduction était parfaite. Cette phase d'immobilisation, elle dure environ 3 mois par halo veste et un suivi clinique. Et ensuite, on refait un scanner à 3 mois pour vérifier également que la réduction est toujours maintenue. Une diapo sur la mise au point du traitement orthopédique. En fait, il y a plusieurs techniques. La phase de réduction, c'est une traction douce et progressive. D'accord? C'est fait c'est ce qu'on appelle, c'est de la réduction vigile. Donc, on peut examiner le patient. Il est compliant. On peut le faire par une traction mousse, hein, c'est la traction la plus courante. Ou alors, si on fait une traction par halo, par étrier de Garner, comme ici. Il faut l'adapter bien sûr au poids de l'enfant, à la tolérance. Ça varie de 2 à 5 kilos. On met des antalgies. On peut être quelquefois à donner un petit peu d'atarax ou un petit sédatif pour la nuit. Ce qui est important, c'est que si vous hospitalisez l'enfant et vous le mettez en traction le soir, il faut mettre le lit en proclive à 30 ou 40 degrés pour obtenir la pesanteur. Et la journée, il faut lui dire de marcher. On autorise des pauses, hein, on fait un relais par collier mousse pour qu'il mange, pour qu'il se douche. Il y a des mesures adaptées dans les services, c'est-à-dire que quand on met des enfants en traction 3 à 4 jours, il existe des lunettes réfléchissantes pour qu'ils puissent voir la télé ou qu'ils puissent lire un livre. Et il y a une surveillance, bien sûr, quotidienne. Il y a certains auteurs qui préconisent dans la littérature des réductions sous anesthésie générale de ce déplacement rotatoire ou des manipulations endobuccales, mais tout ça, c'est contre-indiqué en cas de symptomatologie neurologique. Et c'est très, très peu fait, car en réalité, ça a peu d'intérêt parce que vous ne pouvez pas surveiller l'enfant neurologiquement, alors que quand on fait des réductions dans le service, on a quand même une réduction dit vigile, donc on surveille quotidiennement et l'examen neurologique est fait quotidiennement. On continue dans le traitement du déplacement rotatoire C1-C2. Si on a une instabilité rotatoire persistante, exemple, on a enlevé le halo chez ce patient et paf, elle est repartie. On peut voir là, hein, 1 mois après l'ablation de l'halo, de nouveau, perte de congruence de la surface articulaire. Si on a une forme chronique, bien sûr, les auteurs sont d'accord pour dire qu'au-delà de 5, tous, au-delà de 5 à 6 semaines, il
Il n'y a pas de traitement orthopédique, on passe directement au traitement chirurgical. Et si bien sûr il y a un symptôme neurologique, le traitement chirurgical est la règle. La réduction, elle, se fera plus volontairement, progressivement, avec une traction par allocrânien. Même s'il y a des équipes qui tentent de le faire à ciel ouvert par des rotations, c'est quand même très très peu euh, en pratique réalisée. Et vraiment, s'il y a un symptôme neurologique, on va recommander une réduction douce et progressive et sans forcer. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé la réduction, on réalise une fusion C1-C2. Alors, il existe différentes techniques, qu'elles soient non instrumentées, uniquement par de l'autogreffe in situ et de la décortication. Elle peut être instrumentée, que ce soit le vissage de Harms, les crochets, ou alors encore même un lassage chez un C2, ou encore des vis type la technique de Magel, des vis transarticulaires C1-C2. Quel que soit, de toute façon, ce sont des enfants. Derrière, il y a un abord musculaire qui est fait, et quelle que soit la synthèse que vous faites, et ça, dans la littérature, ils sont clairs, euh, ils ont tous droit au halo veste, c'est-à-dire un halo avec un corset plâtré pour une durée minimale de 6 semaines en fonction de la stabilité du montage, et ça va jusqu'à 3 mois. Donc en synthèse, quand vous êtes devant un torticolis douloureux, il y a 3 éléments clés. Bien rechercher une anomalie à l'examen neurologique, vérifier qu'il n'y a pas un syndrome inflammatoire, donc c'est l'existence de la fièvre, et demander s'il y a un antécédent de traumatisme. Le déplacement rotatoire, donc C1, C2, je me suis beaucoup focalisé dessus parce que c'est de loin la cause la plus fréquente et que on va dire que tous les mois, on est appelé en garde pour ce type de patient. Il faut bien faire la distinction entre aigu, subaigu et chronique car ça va permettre d'adapter le traitement. Il faut prendre en charge la prise en charge thérapeutique. Elle est donc, je vous l'ai dit, fonctionnelle, orthopédique avec le collier, avec la traction mousse ou la traction dure, ou chirurgicale. J'insiste sur la radiographie de profil, elle est très importante, et que lorsque en fait on a un stade 2 et que surtout que le torticolis est raide, il ne faut pas hésiter à transférer l'enfant ou à l'adresser pour qu'il soit hospitalisé en pédiatrie avec une traction mousse. Et généralement, 2 ou 3 jours, ça se réduit, mais c'est vraiment fondamental d'avoir cette réduction pour éviter après de rentrer dans une phase chronique, et comme l'histoire que je vous ai montrée. Et en cas de torticolis raide résistant au traitement, c'est-à-dire que quelque chose qui résiste à la traction mousse, ou quand on le revoit à 3 semaines de suivi, il a toujours ce torticolis, il ne faut pas hésiter, là, à sortir l'artillerie du bilan étiologique large et de rechercher des causes combinées. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci, merci Tristan. Tu vas enlever ton partage d'écran. Voilà, on te remercie beaucoup pour cette présentation très claire sur un sujet complexe, une simple symptomatologie qui est traduite des étiologies graves. C'était un sujet important à traiter. Je vais donner la parole à Philippe Marc, le professeur Philippe Marc, qui va essayer, on va essayer de faire un petit débat si tu n'as pas tout dit ou si on n'a pas tout compris. Bien sûr, bien sûr. Merci pour cette présentation qui était de grande qualité puis qui était très claire. Alors, par rapport aux situations qu'on peut voir chez l'adulte, par contre, on ne voit jamais des situations neurologiques de maladies chroniques ou de type dystonie focale dans des contextes euh, parfois avec une connotation fonctionnelle, psychologique, ce genre de symptomatologie. En fait, ça ne rentre pas dans l'étiologie des torticolis douloureux, et c'est tellement rare qu'on en voit peu. Moi, j'en ai vu peu, mais des dystoniques, j'en ai vu, oui, bien sûr. Des dystoniques, j'en ai vu, ouais. Ça peut. Et qui n'était pas douloureux parce que chez les adultes, ils sont souvent douloureux hein, quand même. Non, Ouais. bah, c'est les rétractions, mais c'est surtout la rétraction musculaire, et c'est surtout dans les dystoniques, en fait, ils n'ont pas que le torticolis, ils ont d'autres rétractions à d'autres endroits. Alors, on essaye, quelquefois, on leur met des petits colliers ou des choses comme ça, mais on fait surtout du traitement fonctionnel avec de la kiné. J'ai pas l'expérience, mais je sais que je sais pas si vous en faites, mais il y en a qui font aussi dans la littérature du Botox. Mais chez les Alors, dystoniques, chez les adultes, on fait souvent, chez les enfants, à ouais. ma connaissance, Non, moins. non, parce qu'on Ouais. n'en fait pas. Non, les Botox, on le réserve aux spastiques, mais pas aux Voilà. dystoniques, ouais. Voilà. Et c'était ma question suivante, étant médecin de médecine physique et réadaptation, est-ce qu'il y a des spécificités du torticolis douloureux dans la paralysie cérébrale, par exemple, ou il n'y en a pas? Non, moi, dans la paralysie cérébrale, j'en ai pas. Non. Et s'ils ont une attitude vicieuse du rachis, c'est souvent parce qu'ils ont une déformation rachidienne sous-jacente.
Très bien. Moi, j'avais Et donc, la fréquence, j'ai bien entendu, donc une fois par semaine à peu près, vous avez. Non, non, une fois par mois, une fois par Ah, mois. ben, Ouais. j'ai pas bien compris. Ouais, non, peut-être j'ai dit l'inverse, j'ai peut-être dit hebdomadaire. Je peux- ouais, on est souvent appelé en garde et en fait, souvent, ils font parce que souvent, il y a un traumatisme, c'est souvent la roulade ou tomber du lit ou des choses comme ça. Et ils nous disent, il a un torticolis, on a fait un scanner et voilà, ça fait 3 jours. Et en fait, on fait un peu la guerre au scanner dans ces formes-là parce qu'il n'y a pas besoin de scanner en fait. Parce que le scanner va vous dire qu'il y a un déplacement rotatoire, mais on ne sait pas si c'est là. On ne sait pas si c'est physiologique, si c'est parce que sur la douleur, nous, si on fait des scanners à des enfants et qu'ils ont mal, en fait, ils vont tous être en déplacement rotatoire. Et donc, en fait, c'est vrai que s'ils sont souples, on leur dit, bah, mettez un collier mousse et on le revoit à 3 semaines, mais pas de scanner. Par contre, s'il est raide et que ça fait plus d'une semaine, là, je pense qu'il faut les hospitaliser pour les réaligner. le fait que ce ne soit pas très fréquent augmente le risque parce que celui qui va le recevoir n'a pas une grande expérience, n'a peut-être Bah, même pas la notion que ça peut être grave et on peut passer à oui. côté. Bah, c'est exactement l'exemple que j'ai montré, c'est-à-dire qu'elle a fait 2 CH, après elle est allée voir son médecin traitant, le torticolis au bout de 2 mois ne passait pas, au bout de 3 mois, après elle a consulté son ostéopathe et elle arrive à 1 an et elle finit avec... Alors elle avait une malformation, mais quand même, elle arrive à 1 an et elle finit avec une fusion C0, C3, quoi. On était dans les traumatismes. L'enfant battu, ça peut être une cause, ou secoué, je ne sais pas. Pas, on Non, voit pas, ils font on ne autre voit pas chose, ils ça. font souvent des fractures ou des énucléations ou autre chose. On voit pas de torticolis là-dedans. En tout cas, c'est pas du tout cité dans les modes d'expression de découverte de maltraitance ou d'enfants secoués. Pardon Philippe, je t'ai coupé la parole. Tu as tous les droits, tu es chez toi. Voilà. Euh, comment c'est toléré l'attraction? Très bien. Non, l'attraction, c'est, à chaque fois on me pose la question et tout le monde a du mal à croire, mais en pédiatrie, c'est très bien toléré. Et après, on a une certaine habitude parce que dans les déformations sévères de scoliose, on les prépare par halo. Et c'est vrai que la traction mousse, on n'a pas d'enfant, moi, de toutes les tractions que j'ai mis, on n'a pas d'enfant qui ne peut pas, qui la supporte pas, qui dit je veux pas, qui sont en crise de nerfs. Non, il faut surtout gérer les parents, mais elle est bien tolérée. Oui, c'est toujours le plus dur, gérer les parents. Ouais, bah, c'est toujours un petit peu impressionnant quand l'enfant il a 4 5 ans, on peut comprendre, Mais mais c'est l'expérience aussi chez les adultes, hein, les tractions du rachis, c'était plutôt bien oui, oui, toléré. oui, Et parfois, ouais, même avec un effet antalgique très, très puissant hein, oui. sur ces aspects-là. Voilà. Mm. Même si c'est pas moins à la mode chez les adultes, c'est quelque chose qui était plutôt très, très bien toléré. Mm. Il y a une notion de fréquence d'une pathologie donnée en fonction de l'âge. Tu ne nous as pas parlé d'âge. Ça peut arriver à tout âge, depuis le nourrisson jusqu'à 15 ans. Non. On va dire que c'est une excellente remarque et je le rajouterai dans le topo. On va dire que souvent, jusqu'à l'âge de... en fait, les nourrissons, ça va être surtout des torticolis musculaires, donc qui sont non douloureux, des torticolis musculaires congénitales, et que après, par contre, à partir de 5 6 ans, ça va être plus le traumatisme jusqu'à l'âge de 11 12 ans. D'accord? Et l'étiologie inflammatoire, elle va être de 1 an à 11 12 ans, quoi. Mais après 11 12 ans, on n'en voit plus par contre en phase aiguë. Ceux qui viennent à 11 12 ans, c'est des vieillis. Mais après 12 13 ans, on ne voit plus de ce genre on n'est plus dans la même pathologie. D'autres questions? Je vous rappelle qu'il suffit d'ouvrir le micro. Il peut y avoir des compressions radiculaires. J'ai l'impression que ça reste localisé puisque le Non. canal est large. Ouais, le canal est large. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est quand même sur l'IRM, sur des formes chroniques avec un déplacement antérieur, donc la distance que j'ai montrée, si elle est supérieure à 10 mm, on peut commencer à avoir à l'IRM un effacement du liquide cérébrospinal et vraiment, dans les formes très graves, un hypersignal médulaire. Mais pas de compression radiculaire. D'autres questions? C'est le moment ou jamais. Donc, on va te remercier. Écoute, c'était très complet. Tu as insisté sur un sujet important et je pense que ça sera vu largement en streaming. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à Et au vous, revoir M. à tout Marc. le Merci, monde. M. Chiron. Merci. Non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir, surtout, c'était extrêmement bien présenté. Très, très belle présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.